que ces vidéos ont déjà bien vieilli. Mesdames et messieurs, que ce soit la vidéo sur le retour du FC Barcelone avec ses dynamiques positives, le retour au Camp Nou, le retour des absents, le retour des victoires, Flick qui met en place de bonnes choses, et cette vidéo sur le fait de convaincre sur les 8 journées qui nous restaient avant la mi-saison. Comment réussir à convaincre quand ton plus gros match sur ces 8 rencontres, quand bien même on a l'Atlético Madrid et on aura aussi Villarreal, était Chelsea, et que tu t'es fait battre, et d'une certaine manière, en plus de ça. Donc ces vidéos ont bien vieilli, et l'objectif un petit peu de cette vidéo, ça va être de revenir sur les ambitions en fait finalement du FC Barcelone, sur quels sont nos objectifs, quel est notre niveau, tout simplement. Parce qu'on voit à droite à gauche plein de débats, plein de discussions. Moi j'ai mon avis, les supporters ont leur avis, la communauté a son avis sur le réel niveau du FC Barcelone. Et je pense qu'il est grand temps d'essayer de réfléchir à ce qu'on peut valoir, au-delà du fait que nous sommes le FC Barcelone, la fameuse institution, l'écusson, vous connaissez. Il n'en reste pas moins qu'on a un contexte, il n'en reste pas moins qu'on ait une équipe spécifique, qu'on a un entraîneur spécifique, des cadres sportifs, une cellule sportive avec un président également qui sont aussi spécifiques et qu'il faut en parler pour déterminer quels sont les réels objectifs de ce club-ci. Maintenant, bien évidemment, et je vais le dire plein de fois dans cette vidéo, il est important de souligner qu'on parle de football. Et comme d'habitude dans le football, rien n'est prédit à l'avance. C'est pas parce que sur le papier ça doit se passer de telle ou telle manière qu'on n'est pas capable de surperformer ou de sous-performer, bien évidemment. Nombreux sont les exemples dans le football. Donc dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon 360 sur le niveau actuel du FC Barcelone, que ce soit en termes d'effectifs, que ce soit en termes de coach, que ce soit en termes de cellules sportives, de président, et ensuite on va évaluer un petit peu quels sont nos objectifs. Les amis, bienvenue. On va commencer tout d'abord par l'équipe. Simplement, on parle souvent de l'équipe du FC Barcelone, et ce qui se passe souvent d'ailleurs quand on fait le bilan un petit peu d'un effectif d'un club, on essaie un peu de prendre l'effectif quand il est à son prime. Mais on oublie des fois de se dire que c'est difficile d'atteindre un prime et d'atteindre surtout une constance avec certains joueurs. Et du côté du Barça, essayons de passer en revue un peu tout l'effectif global, en commençant par le gardien. Bien évidemment, Joan Garcia, là je rentre dans peut-être l'un des joueurs qui performe le plus au FC Barcelone dans début de saison, quand bien même il a perdu quand même 2 mois de compétition. Donc ça compte. Et là on parle d'un joueur quand même qui a fait de très bonnes performances, et c'est peut-être le joueur même qui est le plus constant sur les performances qu'il a délivrées au FC Barcelone, peut-être avec Pedri. Quand bien même, Joan Garcia c'est un joueur qui a été recruté à l'Espagnol Barcelone, et c'est un joueur qui n'est pas capé en sélection nationale, et c'est un joueur qui pourquoi pas pouvait en tout cas émettre des doutes quant à son achat. Enfin, dans le sens où c'est pas un joueur qui avait énormément d'expérience. Pour l'instant, il montre le contraire. Mais c'est ça, la réalité du FC Barcelone, c'est de recruter un gardien qui, pour l'instant, restait le gardien d'une équipe qui était au bord de la relégation l'année dernière. Ensuite, en remplaçant, on a Ter Stegen, on a Szczesny. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Du côté de la défense, du côté du Barça, on a en défense centrale Cubarsí. Bien évidemment, Cubarsí, et c'est mon avis, je pense, est un défenseur d'avenir. Un défenseur qui peut réellement atteindre un super niveau. La problématique avec les défenseurs centraux, c'est que à l'inverse, souvent des offensifs, ils ont besoin d'être accompagnés pour monter en compétences, pour monter en grade, pour gagner en expérience. Ce qui a été par exemple un Varane au Real Madrid. Cubarsí, il a qui à côté de lui? L'année dernière, il avait Inigo Martinez. On voyait la fameuse super doublette et on voyait un Cubarsí qui se régalait sur le terrain. Et il est accompagné de joueurs qui, eux, ne sont pas également en confiance. Donc en fait, il n'est pas épaulé par un mentor qui va pouvoir l'aiguiller et l'épauler. Et ça, c'est la problématique de Cubarsí, c'est la problématique du Barça de se reposer sur ton meilleur défenseur central qui n'a que 18 ans. Ensuite, à côté de lui, on pourrait mettre Christensen. Bon, Christensen, on l'a vu, se blesse à peu près une fois par mois, donc c'est difficile de s'appuyer là-dessus pour le Barça. On a Ronald Araujo. Est-ce que j'ai besoin encore une fois de parler de ce cas-ci? Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais vous avez bien compris. Donc on a un peu ça en défense centrale du côté du Barça. À droite, sur le côté droit, on va avoir Jules Koundé. Alors Jules Koundé, quand il est très bon, quand il est en forme physiquement, c'est un très bon arrière droit. Mais quand même quand il est à 100%, ça reste un ancien défenseur central qui joue arrière droit. C'est ça le contexte, c'est ça la vision de Jules Koundé. Ensuite, pour le remplacer, on peut avoir du Eric Garcia, que je mets arrière droit, mais on sait il peut être défenseur central, on sait il peut être numéro 6. Super joueur de substitution, super joueur d'effectif, Eric Garcia. C'est-à-dire que je pense que si tu dois constituer un effectif de 23 joueurs, quelqu'un comme Eric Garcia est super important, de par sa polyvalence, de par son professionnalisme et sa capacité à être bon à tous les postes. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité d'être excellent à tous les postes dans les petits matchs, comme les grands matchs? Côté gauche, on a Baldé. Baldé, ça fait plusieurs années qu'on le dit, plusieurs mois surtout maintenant qu'on le dit, on a besoin de réelle amélioration. Il s'améliore petit à petit, Baldé, et il ne faut pas oublier surtout que ça reste un très jeune joueur, donc il faut lui laisser du temps un petit peu pour s'améliorer. Mais quand même pour l'instant, Baldé, on est très loin d'un rendement qu'on avait quand on avait du Jordi Alba,
quand on avait du Abidal ou quand on avait ne serait-ce même que du Maxwell en tant que remplaçant. On n'est même pas à ce niveau-là du côté de Baldé. Nous avons le droit d'être patient avec le joueur, mais nous avons le droit aussi de constater que pour l'instant, il a de certaines lacunes. Et pour le remplacer, on a Gérard Martin. Est-ce que j'ai besoin de parler forcément de Gérard Martin qui a le niveau, bon, certes, peut-être pourquoi pas d'être remplaçant, mais d'être remplaçant dans une équipe un petit peu plus faible normalement que le FC Barcelone. On arrive au milieu de terrain après. On va voir en numéro 6, pourquoi pas Bernal. Mais Bernal, pour l'instant, on ne peut pas se reposer là-dessus. Il a joué presque que 3 fois en tant que titulaire dans l'équipe A au FC Barcelone. On a ensuite Casado. Casado, superbe saison l'année dernière, superbe 6 premiers mois, mais on voit que la confiance envers Flick est de moins en moins présente. Pourquoi? Est-ce que le joueur est en sous-performance actuellement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était en surperformance l'année dernière? On n'a pas assez d'éléments de réponse, puisque ce joueur, encore une fois, n'a pas assez d'expérience et de cap derrière lui pour qu'on ait une réponse par rapport à ça. Et quand même, il a très bien performé l'année dernière, ça reste un joueur qui a joué sa première saison en équipe A l'année dernière. C'est ça la vérité du FC Barcelone. Ensuite, on a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong est un cas très compliqué du côté du Barça. Bien évidemment, un potentiel extraordinaire, un joueur même intrinsèquement très bon, mais qui a du mal réellement, finalement, à s'imposer au FC Barcelone, qui a du mal dans les très très grosses rencontres à être ce joueur qui va être le joueur différentiel, qui va être la clé du match pour le FC Barcelone. Dans certains petits matchs, ça peut être un très bon joueur, et même encore ça, des fois, il a du mal à être un petit peu constant. Mais en plus de ça, dans les grosses rencontres, hormis l'Inter Milan l'année dernière quand même, où il a été excellent, c'est difficile des fois de trouver un De Jong, et surtout quand il est tout seul, et qu'on a besoin de compter sur lui. Ensuite, au milieu de terrain, on a bien évidemment Pedri, là c'est un joueur au même titre que Joan Garcia, sur lequel je ne peux trop dire qu'il y a de difficultés. Lui carrément, il a un niveau excellent, il a le niveau réellement d'un titulaire du FC Barcelone, c'est le niveau d'un titulaire en sélection, incapable de dire quoi que ce soit sur Pedri, qui est quasiment parfait du côté du Barça. Après, au milieu de terrain, on peut avoir Gavi. Bon, Gavi, malheureusement, là, sur ces 2 dernières années, niveau blessure, remise de blessure, voilà, c'est un petit peu compliqué d'avoir encore une fois de la continuité, de la régularité. Et ensuite, on a au milieu de terrain Fermin Lopez. Bon, Fermin Lopez, on le dit toujours, hein, c'est un très bon joueur d'équipe également. Je pense que c'est un très bon joueur qui peut être bon contre les moyennes équipes, les faibles équipes, les moyennes fortes équipes, mais contre les gros cadors européens, ce qui essaye de viser justement le FC Barcelone, souvent quand même un peu plus absent. Contre les équipes qui mettent des blocs bas, qui restreignent l'espace, aussi très souvent absent Fermin Lopez. Donc on a encore une sorte de plafond de verre du côté de Fermin pour l'instant. Est-ce qu'il sera capable de le briser? C'est la question qu'on peut se poser actuellement. Et à côté de Fermin Lopez, on a Dani Olmo. Dani Olmo, on l'a vu, hein, c'est les hauts et les bas. L'inconstance à l'état pur, capable de haut pic, de haut sommet, quand même ça fait longtemps qu'il n'en a pas eu du côté du Barça, et capable aussi de bons bas, d'être bien fantomatique, Dani Olmo. Et en plus à cela, on peut rajouter le fait qu'il se blesse souvent. Donc c'est compliqué de s'appuyer là-dessus. On passe ensuite à l'attaque, à ce qui se passe en offensif. Côté gauche, Ferran Torres, un peu comme Eric Garcia finalement, un super joueur je pense dans un effectif, de l'avoir, il est intéressant. Il peut marquer des buts, on l'a vu en ce début de saison, il a des stats, maintenant vous le voyez, hein, dans les grosses rencontres, encore une fois, est-ce que c'est un joueur sur lequel on peut réellement s'appuyer pour être présent et pour être titulaire au FC Barcelone? Côté Rashford, un peu pareil, il a de bonnes stats cette saison, mais est-ce que dans les grosses rencontres également on peut s'appuyer sur lui? C'est un joueur qui a connu quand même de nombreux bas à Manchester United, quand même il a connu aussi des hauts. Voilà, on voit que c'est un joueur qui est brouillon, on voit que c'est un joueur qui ne fait pas énormément d'efforts sur le volet défensif. Est-ce qu'il est réellement Rashford à le niveau pour être titulaire au FC Barcelone dans les grosses rencontres? On en vient ensuite à Rafinha. Rafinha, je le mets dans le lot des joueurs qui pour l'instant ne sont pas critiquables, surtout par rapport à l'année dernière, mais n'oubliez pas aussi ce qu'était Rafinha avant les 3 derniers mois sous Xavi. Les 3 derniers mois sous Xavi, quand il le replace à l'intérieur, c'est pas mal, mais avant ça, c'est très compliqué quand même pour Rafinha. Est-ce qu'à cette époque-là, il avait le niveau pour être titulaire FC Barcelone? À cette époque-là, non. Aujourd'hui, oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être patient et on a vraiment un joueur qui a le niveau pour être titulaire au Barça. On a ensuite en attaque Lewandowski en tant que numéro 9. Il va commencer à faire son âge. Ça reste un joueur qui est très intéressant dans la surface de réparation, qui, comme on l'a vu contre un Celta Vigo, peut marquer des triplés, qui va être très important en Liga, dans certaines rencontres à droite, à gauche. Maintenant, est-ce que Lewandowski, il a le niveau pour être excellent dans des gros matchs? Est-ce que Lewandowski a le niveau pour exécuter un pressing qui va permettre à ton équipe de collectivement avoir une animation défensive intéressante? C'est quand même une grosse question à se poser. Et à côté, sur le côté droit, on a Rooney Bargui, qui a été aux abonnés absents actuellement, on ne sait pas ce qui se passe, mais il n'a plus de minutes de jeu, il n'existe plus au FC Barcelone, et quand bien même ça reste un joueur qui de base est destiné même à l'équipe B, pas à l'équipe A. Et on a ensuite Lamine Yamal. Lamine Yamal, je le mets dans le lot des Rafinha, des Pedri et des Joan Garcia. Des joueurs qui, lui, réellement, ont totalement le niveau, voire même un petit peu au-dessus du FC Barcelone. Quand il s'y met et quand il sera revenu, bien évidemment, à 100% de sa pubalgie, ce qui pour l'instant, je le répète, n'est pas le cas.
Donc là, voilà, on a un petit horizon du côté des joueurs et de l'effectif du FC Barcelone. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, désolé pour eux. Mais vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs sur lesquels on se pose des questions. Il y a très peu de gages de sûreté sur bon nombre d'entre eux. Et de gages de sûreté dans des grosses rencontres. Parce qu'encore une fois, bien évidemment que cet effectif, en Liga, il va marcher sur tout le monde 30 matchs sur 38. Il est au-dessus, largement. Maintenant, l'objectif pour le Barça, c'est que ces joueurs soient au-dessus de la mêlée dans les grosses rencontres de Liga et surtout dans les gros rendez-vous en Ligue des Champions. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que quand tu compares cet effectif au Paris Saint-Germain, que tu compares au Bayern Munich, que tu le compares par exemple à Arsenal, à Manchester City, est-ce que cet effectif est taillé réellement pour lutter contre ces clubs-ci? Même au Real Madrid, si vous voulez, sur l'effectif pur intrasect. Est-ce que réellement le Barça peut se comparer à ce genre d'équipe? C'est la grande des questions. Maintenant, et c'est là où on en vient au deuxième point de la vidéo, et on monte d'un cran, on en vient au fait que bien évidemment cet effectif est dirigé par un entraîneur. Parce que quand bien même un effectif sur son papier n'est pas le meilleur, tout meilleur d'Europe, il y a des tactiques qu'on peut mettre en place, il y a un regroupement de joueurs, un collectif que tu peux trouver, qui peut se former pour justement surperformer, ce qui s'est notamment passé l'année dernière avec Flick. Flick a fait surperformer cet effectif. Encore une fois, l'objectif du Barça n'était pas du tout de base de faire le triplé national et d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et donc venons-en à Hansi Flick. Hansi Flick, on va juste parler un petit peu du contexte d'Hansi Flick. Et là, faites attention à ce que je vais dire, parce que je pense que, voilà, j'ai pas du tout envie de critiquer ou quoi l'entraîneur, surtout la carrière de l'entraîneur, mais Hansi Flick, si on revient réellement sur ça, carrière au haut niveau, je ne parle pas du début de sa carrière dans les années 2000, dans des clubs d'échelon inférieur, je parle vraiment au très haut niveau, c'est le Bayern Munich pendant 2 ans. C'est tout. Et après, c'est entraîneur un petit peu adjoint à droite à gauche, des rôles importants en fédération allemande, etc. Mais en tant qu'entraîneur numéro 1 dans un gros club, c'est le Bayern Munich pendant 2 saisons. Alors bien évidemment, vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite avec Bavarian dans laquelle on raconte que la saison 2 d'Hansi Flick, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et c'est vrai qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, c'est pas du tout même un échec la saison 2 d'Hansi Flick, c'est juste fait éliminer par le Paris Saint-Germain, mais à côté de ça, c'était quand même une très bonne année pour le club bavarois. Mais quand bien même, Hansi Flick, c'est 2 saisons avec le Bayern Munich. C'est pas forcément plus. Est-ce que Hansi Flick, fondamentalement, est un entraîneur que tu peux comparer au plus gros? On le voit qu'Hansi Flick, ça, à certains moments, se fait manger tactiquement. Il y a des duels, des gros duels d'équipe dans lesquels Flick n'a pas réellement la réponse du côté du FC Barcelone. Est-ce que Flick, de base, on peut le mettre au même niveau qu'un Pep Guardiola? Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Inzaghi à l'Inter Milan? Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Arteta à Arsenal? Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Luis Enrique au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Jürgen Klopp, par exemple? Est-ce qu'il est de cette trempe d'entraîneur, Hansi Flick? Ou est-ce qu'il n'est pas juste en dessous? C'est une question que je vous demande, surtout par rapport à son passif. On est en droit, je trouve, de se poser la question quand même pour l'instant. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Il faut parler justement des petites limites à certains moments de ce coach-là. Maintenant, à côté du fait qu'il y ait certaines limites et que pour l'instant, il ait du mal à trouver la solution, c'est quand même, il faut le dire, un entraîneur qui essaye de trouver la solution pour l'instant, qui essaye de mettre en place des mini-ajustements. Et en plus de ça, il faut le dire également, c'est un entraîneur qui bénéficie d'un effectif qui, on l'a dit, à ses limites, déjà de base. En plus de ça, un effectif qui va pas être renforcé au mercato. Donc c'est pas un entraîneur qui va dire il me manque ça, je veux absolument tel ou tel joueur qui vont être présents et il l'aura l'été. Non, c'est-à-dire qu'il doit faire avec justement encore une fois le contexte du FC Barcelone. Donc c'est compliqué pour n'importe quel entraîneur de ne pas être en capacité d'améliorer cet effectif-ci. Et en plus de ça, il y a le bon nombre de blessés qui arrivent au FC Barcelone. Cette année, tu as eu du Pedri, du Dani Olmo plein de fois, du Gavi, un petit peu du Fermin Lopez, du Lamine Yamal plusieurs fois, du Johan Garcia, ton gardien titulaire, du Christensen à plein de moments, du Baldé, du Lewandowski, du Rafinha. Bref, c'est quand même compliqué. Là, c'est-à-dire qu'enfin, on va retrouver possiblement vraiment des joueurs super importants du côté du Barça, que sont Pedri, Johan Garcia et Rafinha, vraiment à 100% dans l'équipe. Mais on a rarement eu ça. Le trio d'attaque n'a jamais été utilisé cette année, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. C'est pour dire quand même. Donc, encore une fois, Hansi Flick, on peut le critiquer à certains moments, il y a des choses qui sont critiquables, mais une nouvelle fois, il y a aussi un contexte. Et il y a des difficultés pour le coach que d'autres clubs n'ont pas. Les entraîneurs des gros cadres européens ne rencontrent pas les difficultés que rencontre Flick. Il doit donc performer avec des problématiques que n'ont pas les autres. Et ça, il faut bien évidemment pas l'oublier. Donc ensuite, on remonte une nouvelle fois d'un cran, troisième partie, Deco. Donc la cellule un petit peu sportive. Directeur sportif du FC Barcelone, Deco, qui lui peut-être est l'élément le plus critiquable finalement du FC Barcelone. On a parlé des joueurs, on a parlé de l'entraîneur, on parlera ensuite de Laporta. C'est compliqué pour Deco. C'est-à-dire que lui, il enchaîne cagade sur cagade. C'est-à-dire que c'est lui qui doit s'occuper généralement de, on va dire, pour faire le résumé simple, trouver des joueurs pour le FC Barcelone, essayer de les recruter, de les convaincre, et aussi faire en sorte que certains joueurs prolongent, de gérer un petit peu les contrats, ou ne prolongent pas d'ailleurs du côté du FC Barcelone. Bon, sur les prolongations, en ligne de mire, on a Ronald Araujo, jusqu'à 2031 du côté du Barça, alors qu'à un moment on aurait pu pourquoi pas essayer de le vendre.
la bonne idée de Deco. Il y a d'autres exemples aussi de contrats qui ont été renouvelés. Ça a été très compliqué pour Deco de gérer tout ça, ou de joueurs qu'il fallait vendre qu'on n'a pas réussi à vendre. Donc ça traîne, mais surtout sur le volet des recrues, c'est compliqué pour Deco. C'est-à-dire qu'on connaît la conjecture du FC Barcelone, mais quand bien même, un très très bon directeur sportif, son objectif c'est justement, avec une telle somme donnée, arriver à ressortir quelque chose de positif. Pour l'instant, Deco, Dani Olmo, ok, tu avais 60 millions, tu as eu Dani Olmo. Ensuite, l'année d'après, tu as pu recruter un gardien, tu as recruté pour l'instant un très bon gardien. Ok, donc on revient sur Dani Olmo, finalement. Si on fait le bilan aujourd'hui, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? On peut quand même se poser la question. Très bon gardien. Ensuite, tu as pu prendre quelqu'un en prêt et tu as pris Marcus Rashford. Ok. Est-ce qu'avec les quelques autres petits millions à droite à gauche que tu aurais pu, toi, essayer de trouver, on n'aurait pas pu recruter d'autres petits joueurs à droite à gauche qui auraient pu aider justement cet effectif à être assez solide et avoir de la profondeur? Moi, c'est toujours une question que je me pose parce qu'il y a plein de directeurs sportifs qui ont beaucoup moins d'argent que le FC Barcelone et qui arrivent quand même à te sortir des petits joueurs à droite à gauche qui sont allés récupérer on ne sait pas où. Deco est en incapacité de faire ça. Maintenant, encore une fois, comme pour Hansi Flick, il a aussi des excuses qui sont, encore une fois, le contexte économique du FC Barcelone. Tu donnes à un directeur sportif très peu d'options, très peu de possibilités. Et encore une fois, si on le compare aux autres directeurs sportifs des autres gros clubs européens, il a beaucoup moins de pouvoir, Deco. Il a beaucoup moins de capacité financière pour pouvoir mettre en place des choses que peut-être lui aussi il aimerait mettre en place. Donc voilà, il est critiquable, une nouvelle fois, mais il y a aussi un contexte. Et maintenant, on en vient à notre cher président Laporta, qui lui, bien évidemment, aussi est critiquable, le vendeur de rêves, comme on l'appelle, et c'est là-dessus, je pense qu'il est le plus critiquable, c'est-à-dire qu'on a un Laporta qui nous vend le retour au 1-1 depuis des années, qui nous fait des clins d'œil quand on parle de Nico Williams depuis des années, qui nous a vendu le retour au Camp Nou fin 2024, qui nous vend le retour du grand FC Barcelone depuis, lui, son arrivée. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est ça qu'on reproche à Laporta, c'est de nous vendre quelque chose qui n'arrive pas, au lieu d'être totalement transparent et de nous dire que ça va être compliqué. À côté de ça, Laporta fait quand même de belles choses. Le Camp Nou, ça commence à bien fonctionner, et ça a été quand même une bonne chose de mettre ça en place et de continuer le process. Il y a des choses qui vont de plus en plus financièrement, le club commence à revenir de plus en plus dans un certain équilibre grâce à lui, donc il y a un travail qui est fait. Et encore une fois, comme pour Flick, comme pour Deco, il y a un contexte dans lequel arrive Laporta. Il a ses défauts bien entendu, mais il arrive dans une situation qui est laissée à l'abandon. Le Barça, la situation post-Bartomeu est catastrophique. Comment s'en remettre? Il a quand même réussi à reprendre le club après ça. Donc c'est ça qui est compliqué. Tu as un Barça qui est dans une crise au moment où Laporta le reprend, qui est vraiment très grande. Et en plus de ça, tu as Tebas du côté de la Liga qui t'aide vraiment pas, qui te met beaucoup de bâtons dans les roues. Et donc Laporta doit essayer de dealer avec ça. Donc, bien évidemment, on peut lui reprocher certaines choses, il n'est pas parfait, très loin d'être parfait, mais aussi, il y a une nouvelle fois un contexte qu'il faut prendre en compte, et que, encore une fois, les autres présidents des grands cadres européens, ils n'ont pas autant de bâtons dans les roues que ça. Donc je pense qu'il était important de faire un tour d'horizon global du Barça, les joueurs, l'entraîneur, la cellule sportive, le président, pour vous montrer que bien évidemment, ils sont critiquables, ils ont des défauts, et maintenant il y a un problème général qui est le contexte du Barça, dans lequel bien évidemment tous ne peuvent pas faire leur job à 100%, 100% de leurs moyens, et surtout 100% des moyens que doit avoir un club de la trempe du FC Barcelone. Et ça qui est compliqué, c'est que le FC Barcelone est une institution qui doit avoir des standards, mais que ces standards ne peuvent pas être acquis par rapport au contexte de base. Quand bien même, une nouvelle fois, on peut surperformer, comme on l'a fait l'année dernière. C'est possible parce que c'est le football. Mais est-ce réellement nos objectifs, nos ambitions de base et qu'on devrait avoir? Ça, c'est une autre question. Et maintenant, avant de parler des objectifs et de ce que doit viser le FC Barcelone, parlons de ce qu'on a déjà actuellement. Quels sont un petit peu les petits acquis qu'on peut avoir, la réalité en fait, la réalité de maintenant du côté du Barça. Le Barça, quand même, c'est difficile, quand même on peut le critiquer, quand même on dit que la saison est compliquée, le Barça est deuxième de Liga. On a connu des saisons, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 4 ans de cela, où le Barça, il n'était pas deuxième de Liga, à un point du leader qu'est le Real Madrid. Alors vous me direz, le Real Madrid, ils sont malades, c'est compliqué aussi pour eux. Alors ils sont malades réellement quand même depuis 2 semaines, 3 semaines. Hein. Ils ne sont pas non plus malades depuis le tout début de la saison. Mais quand bien même, c'est vrai que c'est pas un énorme Real Madrid. Le Barça est à un point de ce Real Madrid. Si le Barça est devant l'Atlético Madrid, qui est une très belle équipe, qui lui a un très bel effectif et qui lui met des millions à chaque mercato, lui aussi a galéré, et le Barça est devant lui. Le Barça est devant Villarreal, qui aussi a mis des millions sur le mercato, qui a mis du temps, mais le Barça est devant. Et c'est ça la réalité du FC Barcelone. Et certains me diront, mais c'est totalement logique d'être à la deuxième place pour le FC Barcelone. Encore une fois, revenez-en au contexte, et à tout ce qu'on a dit dans le début de la vidéo. Après, le FC Barcelone, bien évidemment, en Ligue des Champions, est un petit peu plus dans le dur, un petit peu plus mal classé. Maintenant, essayons de voir et de se projeter un petit peu sur ce qui peut se passer niveau Ligue des Champions. Il nous reste 3 matchs très abordables contre des équipes qui sont dans les 8 dernières de ce gros classement. Donc on peut se dire pourquoi pas qu'on remportera 9 points sur 9.
C'est encore une hypothèse, bien évidemment. Mais si on remporte 9 points sur 9, ce qui est possible, on aurait 16 points du côté du FC Barcelone. 16 points, l'année dernière, ça suffisait à une équipe pour être dans le top 8. Alors, je ne sais pas si cette année, ça suffira ou pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense quand même que si tu as 16 points, tu es dans les 10 premiers, à minima. Donc, c'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, on serait dans le top 10. Bien évidemment, ça ne accomplira pas notre objectif de base qui était le top 4 par rapport au calendrier. Ça n'enlèvera pas le fait qu'on a perdu contre Chelsea, qu'on a perdu contre le PSG, qu'on a perdu aussi contre le Real Madrid, même si ce n'était pas en Ligue des Champions. Ça, c'est une réalité. Mais quand même, on resterait dans le top 10. Donc ça, c'est la réalité du Barça, en termes de résultats. Maintenant, la réalité aussi en termes d'équipe. On est sur une équipe qui a retrouvé certains joueurs ou qui va retrouver certains joueurs qui ont quand même une importance cruciale. On l'a dit, Johan Garcia a été retrouvé, c'est très bien, et vous allez voir, je pense que ça va nous apporter. Rafinha, petit à petit, revient dans le 11, il n'est pas revenu à 100%, mais il va revenir, et on va remarquer, je pense réellement que Rafinha nous a manqué, et on va voir surtout Pedri aussi qui va revenir. Donc quand on fait le cumul, encore une fois, je vous l'ai dit, le trio d'attaque, on ne l'a pas vu depuis le début de la saison, et là, on n'a pas vu depuis très longtemps Johan Garcia, Pedri et Rafinha sur le terrain en même temps du côté du Barça. Ça a un poids, ça a un impact, mesdames et messieurs. Donc forcément, on ne peut pas à chaque fois se dire ça compte, c'est important, ah ça fait mal d'avoir un blessé, si finalement quand on regarde le match et quand on fait le débrief de ce match-ci, faire fi de ces absents. Ils ont une importance cruciale pour le FC Barcelone. On a parlé de ces joueurs au tout début de la vidéo. Ça fait peut-être partie des seuls joueurs sur lesquels réellement tu peux te fier du côté du Barça, dans les grosses rencontres. À côté de ça, on a aussi Hansi Flick, qui on l'a dit, continue ses ajustements, continue à mettre en place des choses. Moi, je vous ai fait la grosse vidéo après le Celta Vigo, on voyait beaucoup de restructuration du côté de l'animation défensive, et je pense qu'on tend vers ça, et je pense que ça ramènera du positif au Barça. Maintenant, bien évidemment, contre Chelsea, ça ne s'est pas vu parce qu'on a pris l'eau, on s'est fait battre totalement par une équipe qui était largement au-dessus de nous. Maintenant, il y a quand même une certaine dynamique. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la dernière vidéo d'Albert Blaya de Sansat, un créateur de contenu dont je vous avais déjà parlé, qui parle justement de cette réanimation, de ce réajustement qui peut apporter beaucoup de positif du côté du Barça. Donc ça, c'est les choses quand même qui fonctionnent. Et le retour, bien évidemment, au Camp Nou, qui est de plus en plus mis en avant et qui va avoir son importance. Ça, c'est un peu plus difficile de le jauger, parce que c'est pas tangible comme différence, mais je pense que ça apportera aussi du côté du Barça. Donc ça, c'est les réalités quand même du côté du FC Barcelone. Qui sont les réalités quand même d'un club qui, on l'a vu contre les gros cadors qu'on a affrontés cette saison, Real Madrid, PSG, Chelsea, a perdu, mais après le Barça, encore une fois, est deuxième de Liga et a la possibilité quand même d'intégrer facilement, normalement, le top 10 de Ligue des Champions. Et en plus de ça, est sur une dynamique qui globalement aussi peut tendre plutôt vers le positif avec le retour des blessés, le Camp Nou, les réajustements d'Hansi Flick. Maintenant qu'on a fait tout ce tour d'horizon, que ce soit sur le contexte actuel du FC Barcelone, avec tous les gens que comporte ce club-ci, et qu'on a vu également la réalité actuelle du FC Barcelone, on peut s'intéresser à quel va être notre objectif, quel doit être notre objectif. Vers quoi doit tendre le FC Barcelone? Encore une fois, au-delà de l'écusson FC Barcelone, au-delà du fait qu'on s'appelle le Barça, que ce soit la grande institution. Essayons de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Selon moi, le FC Barcelone doit viser le top 10 européen minimum. Quand je dis top 10 européen, c'est pas juste top 10 sur le gros classement de Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, on sait qu'il peut y avoir des erreurs, on sait qu'il peut y avoir des sous-performances, des surperformances. Je vous parle vraiment dans le global. Le top 10 européen, si on prend ce qui se passe un petit peu à droite à gauche dans chaque championnat, faire un petit top 10, un petit peu. Pour l'instant, je pense que le Barça est dans le top 10 européen. Si on fait le cumul de ce qui se passe depuis le début de la saison, etc., ça se joue. On n'est pas forcément réellement à 100% sûr d'être dedans, mais moi, je pense personnellement qu'on est dans le top 10 européen. L'objectif, ensuite, vraiment fort qu'on peut atteindre, je pense, c'est réalisable d'atteindre, mais il faut vraiment être à un très fort niveau, c'est le top 6 européen. Ça, pour moi, c'est l'objectif réalisable du côté du Barça par rapport à tout ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire notre manque d'argent, c'est-à-dire le directeur sportif, c'est-à-dire notre entraîneur, c'est-à-dire nos joueurs. L'objectif réalisable vraiment de base au sommet qu'on peut atteindre pour le Barça, c'est top 6 européen. Et ça, pour l'instant, est-ce qu'on y est? Je ne pense pas. C'est-à-dire que tu as beaucoup de clubs, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Bayern Munich qui sont devant nous, le Real Madrid parce qu'ils nous ont battus. Est-ce qu'en Italie aussi, il n'y a pas des clubs qui sont devant nous? Le Paris Saint-Germain? Ça, je pense, pour moi, ce sont des clubs qui possiblement sont devant nous actuellement dans leur process sur cette saison 2025-2026. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est l'objectif haut du FC Barcelone. Mais c'est l'objectif qu'on peut réaliser avec l'effectif qu'on a, etc. Et maintenant, il reste l'objectif qui, bien évidemment, est possible puisqu'on est dans le football. Donc encore une fois, c'est possible. Encore une fois, je le répète, par rapport à l'année dernière, on a vu que c'était possible puisqu'on l'a intégré. C'est le top 3 d'Europe. L'année dernière, le Barça est dans le top 3 des équipes européennes. Facilement, sur l'année. Mais c'est une surperformance, c'est-à-dire que c'est au-delà des attentes qu'on peut attendre du Barça, c'est au-delà de nos objectifs. C'était magnifique, c'est exactement le terme surperformance. Mais ce n'est pas l'objectif premier du Barça. Ce fameux top 3
Actuellement, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On a Arsenal qui est dedans, on a le Bayern Munich qui est dedans, on a le Paris Saint-Germain qui est dedans, facilement. Est-ce que Chelsea, pourquoi pas, cette saison peut être dedans aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont pas très loin en tout cas de l'être. Un City, de plus en plus aussi, va pouvoir l'intégrer, même s'ils ont un petit peu leurs défauts. Mais le Barça n'est pas encore dans la lutte pour ça. Et c'est normal, de par, encore une fois, ce qu'on a actuellement, en termes de joueurs, en termes d'entraîneurs et tout ce que compose le FC Barcelone. Le Barça n'est pas actuellement prêt à lutter pour ce top 3-ci. Quand même, avec des surperformances, il peut l'atteindre. Et donc, si on en revient à la réalité actuelle, est-ce que le Barça complète justement ces objectifs-ci? Le top 3, non. On a affronté qui? On a affronté le PSG. Ils sont destinés à rentrer dans ce top 3-ci. Ils nous ont battus. C'est normal. C'est normal. Chelsea, on les a affrontés. Sur cette saison, je parle, sur cette année 2025-2026, Chelsea est bâti pour être meilleur que le FC Barcelone. Ils nous ont battus. On n'a pas les épaules pour battre un club qui est capable de mettre 200 millions à chaque mercato. Ça, la réalité de Chelsea. Ils ont un super entraîneur sur lequel ils font confiance, un entraîneur tactique sur lequel ils se reposent. Ils ont 200 millions pour à chaque fois ajuster leur effectif comme lui, il le veut. C'est la réalité de Chelsea. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Est-ce que c'est notre réalité à nous? Non, tout simplement. On a perdu contre le Real Madrid. Là, c'est un peu plus compliqué, mais le Real Madrid, quand bien même c'est compliqué parce que nouvel entraîneur, etc., ils ont quand même des millions à placer chaque mercato pour ajuster cet effectif par rapport aux difficultés de l'année dernière. Et ça, c'est la réalité du Real Madrid. Et le Barça a perdu contre eux. Donc finalement, le Barça a fait face à sa réalité. Le Barça aurait pu battre ces clubs. Je ne dis pas que le Barça est forcément perdant dès le départ, dès le coup d'envoi sur ces rencontres-ci. Mais je parle de la réalité des rencontres, finalement, par rapport à la réalité globale du club. Tout simplement. Et le Barça est en dessous de ces clubs-ci, parce que le Barça n'a pas la capacité d'action de ces clubs-ci, que ce soit dans l'effectif global, encore une fois, que ce soit sur le mercato, on est en dessous de ça. Maintenant, du côté du Barça, il va falloir se battre et réussir à intégrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le top 6, l'objectif haut. Et ça, c'est à tout le monde de se réveiller, que ce soit les joueurs, de revenir et d'être bons sur le terrain, d'avoir envie de se battre pour le club parce qu'on voit des comportements qui montrent que certains joueurs, des fois, lâchent beaucoup trop facilement. Que ce soit Flick, continue les ajustements, continuer à se remettre en question, continuer à faire progresser cet effectif, que ce soit Deco, se mettre au boulot, pourquoi pas, cet hiver, et travailler pour recruter des joueurs, même s'il n'aura pas beaucoup d'argent, mais des petits joueurs à droite à gauche qu'il ira chercher. Que ce soit du côté de la Porta, continuer à bien travailler pour nous faire revenir le plus vite possible au 1-1 et régler tous ces problèmes financiers, et d'avoir une vraie capacité d'action sur le prochain mercato d'été. Ça, ce sont les vrais travaux que doivent entamer tout le board et tout ce que compose le FC Barcelone. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Ce ne sont pas nos acquis. Donc nous, battons-nous au maximum de nos moyens pour intégrer ce top 6 européen. Le top 3, ça sera de la surperformance. On sera bien évidemment très content de l'atteindre, mais ce n'est pas notre réel objectif, parce qu'au bout d'un moment, il faut juste être réaliste par rapport à ce qu'on voit et essayer de ne pas tomber en dessous du top 10 européen. Ça serait par contre en revanche la crise, et là, ça serait très compliqué pour le Barça. Et actuellement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que c'est assez important ce qui va se passer sur les prochaines semaines et les prochains mois pour se remettre d'équerre. Et se remettre d'équerre avant, on l'a dit, la mi-saison, parce que beaucoup de choses vont avoir besoin d'être capitalisées avant cette mi-saison. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo un petit peu globale pour revenir un petit peu en hauteur et patiemment sur ce qu'est le FC Barcelone finalement. Qu'est-ce qu'on est, vers quoi on doit tendre, quels sont nos objectifs réels en fait finalement par rapport au contexte sur cette saison 2025-2026. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Voilà, encore une fois, c'est le football, on a des avis qui sont différents. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À tout bientôt.